Avant de traiter de l'analyse du cycle de vie plus en détail, revenons d'abord à l'équation IPAT et aux trois leviers principaux pour diminuer les impacts environnementaux. Tout d'abord, nous avons la population, le facteur P. Nous savons que la question démographique est centrale dans le débat, mais nous n'aborderons pas cette question en ce cours. C'est un sujet complexe compte tenu des variations de consommation individuelle dans le monde. En ce qui concerne le facteur A, relatif au consumérisme de la population, il s'agit là aussi d'une question majeure et qui demande aux sociétés et aux citoyens de se questionner sur leur consommation de biens. Force est de constater que la consommation de biens et de services augmente plus rapidement que la population, que l'augmentation de la population. Ce qui veut dire que nous consommons toujours plus. Nous pouvons voir ici quelques exemples relatifs au tourisme, au transport et aux télécommunications. Vous pouvez bien sûr réfléchir à cette question en tant que citoyen vis-à-vis donc de vos habitudes quotidiennes. Dans le cadre de ce cours, nous nous focaliserons plutôt sur le facteur T, le facteur technologique. Il s'agit ici de développer des biens et des services qui génèrent moins d'impact sur l'environnement. En tant que futur ingénieur, ce sera une de vos problématiques afin d'améliorer la performance environnementale de ce que vous développerez. On peut se poser la question de la réduction des impacts des technologies, et dans ce sens, il y a deux types d'approches. Tout d'abord, l'approche classique, dite end of pipe, ou curative. Elle consiste en fait à traiter les déchets et les polluants générés par les activités humaines via le traitement des déchets, les stations d'épuration, la dépollution des sols, etc. Néanmoins, l'ensemble de ces techniques génèrent elles-mêmes des impacts environnementaux. Elles ont un prix environnemental. Il y a ce qu'on appelle des transferts d'impact lorsque l'on met en place ces technologies. Depuis quelques années, une nouvelle approche s'est développée, l'approche d'éco-conception, qui est, elle, préventive. Elle consiste à connaître et réduire dès la conception d'un produit l'ensemble des impacts environnementaux sur son cycle de vie. Cette approche permet d'éviter les transferts d'impact. Pour une entreprise, il est aujourd'hui nécessaire d'intégrer et de coordonner les deux approches. L'approche end of pipe est plutôt locale, alors que l'approche préventive est plutôt globale. Afin de faire de l'éco-conception, pour réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, il est tout d'abord nécessaire de connaître ces impacts et d'être capable de les mesurer. Comme disait Lord Kelvin, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pourrez pas l'améliorer. En termes de méthode d'évaluation des impacts appliqués à des produits, l'analyse du cycle de vie, ou Life Cycle Assessment en anglais, fait référence. C'est une méthode qui permet de considérer l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par les étapes de fabrication, transport ou alors utilisation. Durant chaque étape du cycle de vie, ce système a des interactions avec l'environnement, extraction de ressources naturelles et émission de substances. Ces interactions causent des impacts, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Une ACV permet d'évaluer ces impacts avec une approche multicritère. Pas seulement sur le changement climatique, mais aussi sur la destruction de la couche d'ozone, la raréfaction des ressources naturelles, etc. Ces deux caractéristiques permettent à l'ACV d'identifier et d'éviter les transferts d'impact entre étapes du cycle de vie ou entre catégories d'impact. Un transfert d'impact entre étapes du cycle de vie est généré lorsque la réduction d'impact lors d'une étape aggrave les impacts d'autres étapes. Cela peut arriver par exemple lorsque l'on remplace une matière première par une nouvelle matière première qui va générer plus d'impact lors de son extraction ou lors de sa fin de vie. Nous pouvons citer l'exemple des agrocarburants ou biocarburants. Ils ont été développés afin de réduire l'impact sur le changement climatique de l'utilisation des voitures thermiques. En effet, la substitution d'essence par du bioéthanol permet d'éviter l'émission de CO2 fossile lors de la combustion du carburant. Le CO2 rejeté par la combustion de bioéthanol provient de la photosynthèse de la plante, utilisée pour
produire l'éthanol, betterave ou canne à sucre. Ainsi, le CO2 rejeté provient du cycle court du carbone et on considère qu'il ne participe pas au changement climatique. Néanmoins, la production d'agrocarburants génère d'autres impacts sur d'autres étapes du cycle de vie, notamment lors de la production agricole de la plante. Cette phase agricole nécessite des tracteurs, donc des carburants, mais aussi des engrais qui vont générer de l'eutrophisation ou des pesticides écotoxiques. Cette étape est en général plus impactante que l'extraction et le raffinage de pétrole. Ainsi, certains agrocarburants ont des bilans environnementaux moins bons que celui du pétrole. L'ACV permet de calculer ces bilans et de sélectionner les agrocarburants les plus performants d'un point de vue environnemental. L'ACV est aussi normalisée au sein de deux normes ISO, la 14040 et la 14044. Et selon ces normes, une ACV doit être réalisée à travers 4 phases que je vais vous présenter en prenant l'exemple de la comparaison entre un sèche-main électrique et un sèche-main papier. Alors passons de suite à la définition des objectifs et du système. L'objectif de l'étude permet de définir la raison pour laquelle vous réalisez votre ACV et ce que l'on veut faire des résultats. Par exemple, un ingénieur travaillant dans l'entreprise produisant le sèche-main électrique souhaite diminuer l'impact environnemental global du sèche-main. Il souhaite donc connaître l'étape du cycle de vie qui contribue le plus aux impacts. Il pourra ainsi travailler sur ces étapes en faisant de l'éco-conception. Une autre raison de réaliser une ACV ici est d'aider à la décision d'achat d'un des deux produits. Par exemple, le responsable des achats publics dans une collectivité souhaite savoir quel sèche-main installer afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement. Il va donc comparer l'impact des deux produits et faire un choix basé sur une ACV. Nous pouvons citer de nombreux exemples de comparaison de produits pertinents à analyser via l'ACV. Emballage verre ou métal pour une bière, steak animal ou végétal, voiture ou train, deux réactions pour synthétiser le même produit chimique, café filtre contre café capsule. En ACV, on ne compare pas directement le sèche-main électrique avec le sèche-main papier. On s'intéresse à la fonction apportée par ces deux appareils que l'on quantifie afin d'avoir une base de comparaison. La quantification de cette fonction est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, notion essentielle en ACV. Par exemple, l'unité fonctionnelle des deux systèmes pourrait être sécher une paire de mains en moins de 15 secondes. À partir de cette unité fonctionnelle, nous pouvons identifier le flux de référence, c'est-à-dire les éléments nécessaires pour remplir la fonction. Pour le sèche-main électrique, en plus du boîtier, nous avons besoin d'une certaine quantité d'électricité. Pour les serviettes en papier, nous avons besoin en moyenne de 1,5 feuilles de papier. Nous devons aussi définir les frontières des systèmes étudiés. Les frontières contiennent l'ensemble des étapes du cycle de vie à inclure dans l'évaluation. Idéalement, nous considérons l'ensemble des étapes. Pour le sèche-main électrique, on va considérer l'extraction des matières premières et la fabrication du boîtier, sa distribution vers les revendeurs et puis vers les usagers, l'utilisation du sèche-main et sa fin de vie. Pour les serviettes en papier, les frontières du système doivent couvrir les mêmes étapes puisqu'on veut comparer les deux solutions sur la même base. Ici, la fabrication et la fin de vie des serviettes doivent être aussi considérées. Une fois que nous avons bien défini nos objectifs et notre système, passons à l'étape d'inventaire du cycle de vie. Pendant la phase d'inventaire du cycle de vie, nous devons collecter l'ensemble des intrants et des sortants des systèmes. Nous faisons cela pour chaque processus unitaire. Mais qu'est-ce qu'un processus unitaire? Il s'agit du plus petit processus de notre système pour lequel nous allons collecter des données. Par exemple, un processus unitaire peut être le transport du sèche-main électrique depuis le fabricant vers le revendeur. Nous collectons tout d'abord les intrants de la technosphère. Il s'agit de l'énergie et des matériaux nécessaires et que nous achetons sur le marché.
Nous pouvons aussi renseigner des sorties vers la technosphère, c'est-à-dire les produits vendus dans le marché et les déchets à traiter. Ces flux de la technosphère sont aussi appelés flux intermédiaires. Nous devons aussi connaître les entrées et les sorties depuis et vers l'environnement, l'écosphère. Il s'agit de ressources naturelles telles que l'eau d'une rivière, un minerai ou du charbon. Il s'agit aussi des émissions vers l'air, l'eau et le sol. Si on prend l'exemple du processus unitaire de transport du sèchement, les entrées de la technosphère seront le camion, le diesel et l'infrastructure. Il y aura aussi des émissions vers l'air avec par exemple. Pour chaque flux intermédiaire entrant dans mon système, nous devons aussi collecter des données. En fait, nous devons collecter les données de tous les flux intermédiaires jusqu'à ce que nous ayons des informations uniquement sur l'ensemble des entrées et sorties vers l'écosphère, les flux élémentaires représentés par les flèches bleues et oranges. Par exemple, si le processus unitaire utilise de l'électricité, nous devons aussi collecter les données relatives à la production d'électricité. Nous devons connaître l'ensemble des flux de la technosphère et de l'écosphère. On doit continuer ce travail jusqu'à avoir une vue complète des ressources naturelles utilisées et des émissions vers l'écosphère. Vous pouvez imaginer que ce travail semble très conséquent et très difficilement réalisable. Alors en ACV, on distingue les systèmes de premier plan et d'arrière-plan. Le système de premier plan contient les processus pour lesquels nous pouvons collecter les données nous-mêmes. Par exemple, au sein de l'entreprise qui produit les sèchements. Le système d'arrière-plan inclut les processus qui génèrent les produits que nous achetons sur le marché. Pour ces processus, il est beaucoup plus difficile de collecter les données car nous ne les connaissons pas en détail. Heureusement, il existe des bases de données qui nous permettent de renseigner les processus d'arrière-plan. Par exemple, la base de données EcoInvent est très largement utilisée par la communauté ACV. Nous l'utiliserons lors des travaux pratiques. EcoInvent n'est pas la seule base de données disponible. Nous pouvons aussi citer la base de données Environmental Footprint de la Commission européenne. Ces bases de données sont génériques et peuvent être utilisées par tous les secteurs d'activité. Elles contiennent un très grand nombre de processus unitaires, soit des processus d'énergie, d'agriculture, d'industrie, de transport, etc. Il existe aussi des bases de données spécifiques à un secteur, telles qu'Agribalise pour l'agroalimentaire en France. Les bases de données d'inventaire contiennent un grand nombre de données et leur structure est complexe. Ainsi, il est nécessaire de modéliser l'inventaire de l'ACV dans un logiciel dédié. En TP, nous utiliserons soit OpenLCA, qui est libre et gratuit, ou CIMAPRO, un logiciel payant mais disponible à l'école. Il faut savoir que CIMAPRO est souvent utilisé en entreprise ou dans le milieu de la recherche. L'utilisation d'un logiciel ACV nous permet donc d'avoir le résultat de l'inventaire du cycle de vie, c'est-à-dire l'ensemble des flux échangés avec l'écosphère pour notre unité fonctionnelle. Ces flux élémentaires, effectivement, ont des conséquences sur l'environnement. Durant la phase d'évaluation des impacts du cycle de vie, nous allons évaluer ces impacts. Nous utilisons des modèles permettant d'évaluer l'impact de la substance sur l'environnement ou alors son dommage sur la santé humaine, les écosystèmes ou les ressources naturelles. Il y a alors deux types d'indicateurs en ACV. Les indicateurs midpoint, traduisant la modification d'un mécanisme environnemental, comme le forçage radiatif dans le cas des gaz à effet de serre. Les indicateurs endpoint traduisent un dommage, par exemple sur la santé humaine. L'évaluation midpoint est en général plus précise, car elle nécessite l'utilisation de moins de modèles. Modéliser jusqu'au niveau endpoint ajoute plus de modélisation et donc plus d'incertitude. Néanmoins, si vous souhaitez communiquer les résultats aux décideurs publics ou aux citoyens, l'utilisation d'indicateurs endpoint peut être plus efficace. Concrètement, l'évaluation des impacts est calculée selon l'équation suivante. Pour chaque catégorie, l'impact est la somme des flux élémentaires participant à cet impact, pondéré par un facteur de caractérisation. Un facteur de caractérisation permet d'exprimer l'importance relative des émissions ou des extractions
d'une substance pour un impact spécifique. Ces facteurs sont modélisés par des groupes de recherche scientifiques. Prenons l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent être ramenées à une émission équivalente de CO2. Alors, considérons un système qui émet 10 kg de CO2, 1 kg de méthane et 100 g de protoxyde d'azote. Nous allons appliquer des facteurs de caractérisation à ces émissions afin de les pondérer et les sommer. Afin de sommer ces gaz à effet de serre, nous allons utiliser leur pouvoir de réchauffement global. Ce pouvoir de réchauffement global dépend de la contribution du gaz au forçage radiatif terrestre et au temps de dégradation de la substance dans l'atmosphère. Nous n'allons pas rentrer dans le détail du modèle, que je vous présente ici sur cette slide, car en ACV, on utilise uniquement le résultat de ces modélisations. Il est tout de même important de savoir comment sont calculés ces différents facteurs de caractérisation. La colonne de droite de ce tableau nous indique les facteurs de caractérisation des principaux gaz à effet de serre, c'est-à-dire les pouvoirs de réchauffement globaux pour le changement climatique. Pour le CO2, il est de 1, car c'est la référence. Par contre, le méthane a un facteur de 25 et le protoxyde d'azote de 298. Ils ont des pouvoirs de réchauffement globaux plus importants que le CO2 pour, bien entendu, 1 kg. Ainsi, nous pouvons réaliser le calcul d'impact et obtenir un score de 64,8 kg CO2 équivalent. Nous pouvons continuer le calcul jusqu'au niveau endpoint en utilisant de nouveaux modèles. Dans cette slide est représenté les différents types d'impacts que l'on retrouve en ACV. On va retrouver les différents impacts vus précédemment, changement climatique, acidification, destruction de la couche d'ozone, utilisation de ressources. Pour chaque type d'impact, un set de facteurs de caractérisation permet d'agréger les données d'inventaire. Au niveau endpoint, on retrouve 3 aires de protection, les dommages à la santé humaine, aux écosystèmes et à la disponibilité des ressources. Il existe différentes méthodes d'évaluation des impacts, mais elles sont toutes basées sur des modélisations similaires. Vous pouvez voir ici quelques noms de méthodes. Actuellement, les méthodes les plus utilisées et les plus actuelles sont la méthode du PEF de la Commission européenne, RECIPE 2016 et Impact World Plus. Finalement, la phase de l'évaluation des impacts du cycle de vie nous permet de connaître tous les impacts générés pour notre unité fonctionnelle. Lors de la phase d'interprétation, nous analysons les résultats d'impact obtenus précédemment. Par exemple, ce graphique nous montre les résultats midpoint sur le changement climatique de différents sèchements. Nous pouvons comparer l'impact d'une paire de mains séchées en fonction des appareils et voir lequel génère le moins d'impact. Dans ce cas, c'est le sèchement électrique type Dyson qui est le plus performant. On peut aussi réaliser une analyse de contribution pour identifier quelle étape du cycle de vie contribue le plus aux impacts. Pour les sèchements électriques, il s'agit de l'étape d'utilisation, en violet, à cause de l'électricité. Pour les sèchements papier, il s'agit de l'étape de fabrication, en rouge, à cause de la fabrication des serviettes en papier. Ici, je n'ai pas représenté les résultats pour les autres catégories d'impact, car ils sont sensiblement équivalents à celui du changement climatique. Durant la phase d'interprétation, nous pouvons aussi identifier quels processus sont importants. Si l'électricité a une contribution importante, il est intéressant de connaître l'impact selon le mix électrique choisi. C'est ce qu'on appelle une analyse de sensibilité où on modifie les valeurs d'entrée pour quelques paramètres. Ici, vous pouvez par exemple observer que les scénarios utilisant de l'électricité hydraulique ou nucléaire génèrent moins d'impact que les scénarios avec un mix charbon représenté en rouge. Un autre paramètre peut être évalué via une analyse de sensibilité. C'est l'intensité d'usage des sèchements. Pouvons-nous établir des conclusions différentes si le sèchement est utilisé uniquement quelques secondes
ou si on utilise moins de papier pour sécher les mains. Vous obtiendrez ces réponses en analysant le graphe de cette slide.